Bonjour à toutes et tous donc, pour ce nouveau midi de l'IREMO. On est décidément servi par l'actualité. Midi après midi, on est en plein dans le sujet, puisque on a invité Catherine Witold de Vanden à nous dire de quoi la politique d'immigration de Macron est-elle le nom. Et voilà que Macron, pour permettre à Catherine de développer ses analyses, a fait part, lui, puis ensuite son Premier ministre, des mesures qu'ils étaient en train de prendre, une vingtaine de mesures. Je ne vais pas résumer parce que Catherine va y venir. Moi, ce qui me paraît préoccupant, c'est qu'il y a à la fois des mesures qui sont de toute évidence des mesures pour faire en sorte qu'on accueille moins, qu'on attire moins d'immigrés, qu'on dépense moins d'argent, mais aussi, et c'est ça qui est, je trouve, très préoccupant, une espèce de surenchère sur l'extrême droite qui est très préoccupante et qui semblerait indiquer que le président de la République n'a pas appris la leçon qui est la loi Le Pen père, qui consiste à dire que les électeurs préfèrent l'original à la copie. Et je crois que c'est une loi de la politique française parfaitement exacte, et que quand on essaye d'en rajouter, on ne peut que légitimer les thèses de l'extrême droite qu'on prétend combattre. Alors, on a évidemment la spécialiste ad hoc, pour en parler. Je signale, parce qu'on ne va peut-être pas parler beaucoup du livre, qu'elle vient d'écrire un livre absolument remarquable. Il m'a occupé une nuit et demie. Ah bon? Désolé alors. Non, c'était très bien. Ça me changeait du voyage en Israël et en Palestine. C'est une géopolitique des migrations, mais à travers des fiches. Voilà, c'est l'esprit de la collection. Il y en a plusieurs. J'ai vu qu'il y avait la Russie, il y en a d'autres sur c'est vraiment la Chine, très etc. intéressant. C'est de la pédagogie, au bon sens du terme, c'est-à-dire pas la simplification, mais... Et l'éditeur est juste à côté, puisque Erol est au coin du métro... ici, Maubert. Voilà, donc on est entre gens de bonne compagnie. Catherine Witold de Vanden est juriste, politologue, spécialiste des migrations internationales dans une approche multidisciplinaire. Directrice de recherche émérite au CNRS, elle est rattachée au CERI, le laboratoire de Sciences Po Paris, où on enseigne en Master 2, politique publique, et à l'école doctorale. Elle a été consultante auprès de l'OCDE, du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, expert externe auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, elle vient de publier ce livre dont je vous parlais. Elle connaît la règle du jeu, donc tu as 35 minutes pour présenter ton analyse. Et puis ensuite, nos amis te questionneront, t'applaudiront, te hueront, protesteront, enfin ils feront comme ils voudront. Mais en général, c'est plutôt des amis bienveillants. Merci beaucoup, en tous les cas, de me donner l'occasion de parler de la politique migratoire et puis de présenter mon petit livre. C'est un livre plutôt pédagogique avec des chiffres, une analyse des facteurs des migrations, des grands enjeux, des points à préciser, etc. C'est l'esprit de ce petit livre. Mais l'actualité fait en sorte que je suis aussi amenée à parler de la politique d'immigration telle qu'elle vient de sortir par la bouche du Premier ministre il y a 2 jours, et que, comme je disais tout à l'heure, j'ai été amenée à commenter depuis mardi dans plusieurs lieux. Et donc, en fait, je pense qu'il y a toujours le en même temps. Enfin, si on veut inspirer et trouver une sorte de ligne directrice dans cette politique, moi, je ne connais pas du tout les gens qui ont préparé ces projets. Ce qu'il faut voir, l'arrière-fond, c'est déjà une loi assez dure sur l'asile qui est sortie en 2018, qui avait pour ambition de traiter plus rapidement
la demande d'asile, ce qui veut dire que tout le monde n'est pas nécessairement auditionné, de pratiquer plus rapidement les reconductions à la frontière. On a à peu près 30 000 reconductions à la frontière prononcées chaque année, mais il y en a beaucoup moins qui sont appliquées, à peu près 10%, parce que le coût d'une reconduction, c'est environ, il y a eu un rapport qui est sorti récemment pour l'Assemblée nationale de Jean-Noël Barrot qui évalue à 14 000 € le coût par personne d'une reconduction à la frontière. Il y a eu quelques sommets, pour donner un peu le paysage, des sommets euro-méditerranéens qui ont eu lieu, notamment un à Malte récemment, en 2019, sur les reconductions à la frontière, les accords bilatéraux avec les pays de départ, et la politique de développement général qui est une sorte de carotte pour faire accepter les reconductions à la frontière. Et puis, je pense, parce que c'est quand même un débat qui également est important, outre le jeu avec l'extrême droite, il y a, je crois, surtout la pression des employeurs. Pendant très longtemps, on n'a quasiment pas entendu les employeurs. C'était le cas pendant les périodes des 30 Glorieuses, puisqu'on était dans une politique d'immigration de travail. Les employeurs avaient un assez grand rôle. Il y a même une thèse qui a été faite, dirigée par Alfred Grosser là-dessus, sur le rôle du patronat et de l'immigration, parce que le patronat, il ne faut pas oublier, pendant des années, pendant 30 ans, a été le maître de ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui, le maître de la politique d'immigration, notamment en France, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Et donc, c'était lui qui, pendant l'entre-deux-guerres, allait chercher les gens dans les pays d'origine. Ça s'est fait, puisqu'en fait, les chiffres qui étaient autorisés étaient très inférieurs aux besoins. Donc, ils ont continué à le faire dans les années 60. Il ne faut pas oublier qu'à cette période, on avait autour de 400 000 entrées et beaucoup de sans-papiers qui étaient automatiquement régularisés parce qu'on avait furieusement besoin de main-d'œuvre. Et ensuite, on n'a plus tellement entendu parler des employeurs à partir de 83, quand l'extrême droite a commencé à lancer un débat hyper politisé sur l'immigration, sans parler du tout des besoins de main-d'œuvre, parce que le discours de l'extrême droite, c'était les migrants font concurrence aux nationaux sur le marché du travail. Et donc, on a complètement oublié cet aspect-là. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, j'ai un collègue américain avec lequel je discute assez souvent, qui s'appelle James Holyfield, qui dit l'immigration est prise en tenaille entre la loi du marché et la politique sécuritaire, ce qui est une contradiction, ce qui est vrai aussi en France, mais je vais dire, en France, aujourd'hui, c'est plus tellement la loi du marché, parce que les employeurs, ça fait très longtemps qu'on les entend plus, tout au moins officiellement, ils s'expriment très peu, mais c'est entre la politique sécuritaire et la question des droits de l'homme. Donc c'est plutôt ça, si j'ose dire, le défi français. Et là, on a vu réapparaître, si j'ose dire, cette préoccupation sourde, mais très importante des employeurs, parce que, aussi bien dans l'agriculture, notamment les vendanges, mais également le ramassage des fruits et légumes, l'hôtellerie, la garde des personnes âgées. Nous vieillissons tous. L'âge médian en France est d'autour de 41 ans. Donc on a de plus en plus de vieux. On était à 28 ans dans les années 50. Et puis beaucoup d'autres secteurs, comme la confection, comme des quantités d'activités, le bâtiment notamment. Dès qu'il y a un tout petit peu de reprise, ces secteurs-là disent on a besoin de main-d'œuvre. Et l'autre aspect, je pense, c'est quand même le paysage aussi un peu européen, les morts en Méditerranée. Il ne faut pas oublier que je pense que toute politique qui essaye de répondre un tout petit peu à la préoccupation de diminuer le nombre de morts en Méditerranée est quand même un progrès, si j'ose dire. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect négatif, il y a un aspect positif. Et si on ouvre, et c'est là, ça va être le cœur de mon argumentation, si on ouvre un peu l'immigration de travail, on aura moins de morts. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est les 34 000 morts en Méditerranée depuis les années 2000, environ entre 2 000 et 3 000 par an. Donc tous les jours, il y a des morts en Méditerranée, avec des pays qui se renvoient la balle pour savoir s'ils vont accepter ou pas les bateaux de sauvetage en Méditerranée. C'était le contentieux avec l'Italie qu'on a eu depuis 2018. Je crois qu'il y a tout ça dans le paysage. Donc des choses très contradictoires. La pression des employeurs, les morts en Méditerranée, la politique de Bruxelles. Enrico Letta, qui est maintenant ancien Premier ministre italien, qui est maintenant directeur de programme international de Sciences Po, a fait un texte pour la Fondation Robert Schuman. Il dit qu'il faut un nouveau pacte sur l'immigration européen, qu'il appellerait le pacte de Lampedusa. C'est lui qui avait monté Mare Nostrum. Et il dit ce qui bloque
donc, l'essentiel, et c'est vrai, l'essentiel de la politique d'immigration à l'échelon européen, c'est la règle de l'unanimité. Parce que depuis le traité d'Amsterdam de 1997, les questions migratoires, qui étaient des questions sociales, de travail précisément, et de droits sociaux, sont passées du 3e pilier intergouvernemental, donc chaque pays décidait, votait à la règle de la majorité, au pilier communautarisé, premier pilier, justice, affaires intérieures. C'est-à-dire qu'on est passé de la question des employeurs et des syndicats à la police. Hein. Et depuis des années, l'immigration, c'est la police des frontières, surtout à l'échelon européen. Et ce que certains partis politiques souhaiteraient encore plus dans le contexte français et dans d'autres pays européens, parce que les idées de l'extrême droite se sont diffusées comme prêt-à-penser dans beaucoup de pays européens. Et donc, il dit il faut absolument sortir pour cette question de la règle de l'unanimité, parce que ça bloque tout. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut réformer la politique de l'asile, hein, et je vous en reparlerai parce que c'est lié à la réouverture de l'immigration de travail. Politique de l'asile qui n'évolue plus. Dublin II, ça fonctionne très mal, mais on ne peut pas changer Dublin II parce que la Hongrie met un veto, tout est bloqué, on ne fait rien. Donc c'est ça le paysage, hein, un paysage très contrasté où il y a les mécanismes européens d'un côté, la question des employeurs qui sont des électeurs de M. Macron, il ne faut pas l'oublier, la question des morts en Méditerranée, il y a l'humanitaire, il y a tout ça, et puis régler comment est-ce qu'on va régler la question du sauvetage en mer entre les pays européens du Sud, et également la question donc de l'asile. Alors j'en viens à ces deux aspects. Politique dure de l'asile, en disant il faut traiter rapidement la question des demandeurs d'asile, dans un contexte où on a reçu ce que je disais tout à l'heure, on était dans la petite pièce pour échanger là-dessus, en fait on a accueilli 10 fois moins de demandeurs d'asile que l'Allemagne, hein, après la crise de 2015, mais ensuite, à la différence de beaucoup de pays européens, l'Allemagne a accueilli 800 000 demandeurs, ce qui était l'annonce de Mme Merkel, sur 1 million d'arrivées en 2015 pour l'Allemagne, 1,2 million de demandeurs d'asile pour toute l'Europe, et la France donc était autour de 70 000 à peu près demandeurs d'asile. Et ensuite on a eu une montée de la demande d'asile, alors qu'il y avait moins de conflits. Il y a toujours beaucoup de conflits, mais il y avait moins de conflits majeurs. Il ne faut pas oublier que la Syrie a produit 5 millions de départs, etc. Bon. Et donc, en fait, il y a eu l'accord entre la Turquie et la Syrie aussi, où la Turquie a à peu près de 4 millions de personnes sur son territoire. Donc, en fait, dans ce contexte-là, même si on a dit que c'était une crise catastrophique en France, alors qu'il y avait très peu de gens qui arrivaient, et puis ensuite, M. Juncker a dit qu'il faut se partager des quotas d'accueil des demandeurs d'asile. En fait, pour la France, c'était 30 000, on a reçu 3 500 personnes, donc c'est peanut, si j'ose dire, par rapport à l'Allemagne, entre autres. On a eu une montée de la demande d'asile avec 100 000 demandeurs d'asile en 2017 et 122 000 en 2018, parce qu'on a un phénomène curieux, mais qui est lié au blocage de Dublin, en fait, des gens qui ont demandé l'asile dans un pays européen et qui ont été déboutés, et également en deuxième instance, parce qu'on a dans beaucoup de pays, pas dans tous, mais la possibilité de faire un recours, en fait, ce qui est possible dans le droit d'asile, en principe avec Dublin ça ne devrait pas exister, mais c'est quand même possible, on peut, avec des éléments nouveaux, faire rouvrir son dossier. Donc des gens qui considèrent qu'ils ont été traités à la vitesse TGV en Allemagne se disent en France peut-être que ma demande d'asile qui a été évacuée rapidement, parce qu'il y a eu beaucoup de refus quand même, tous les 800 000 demandeurs d'asile ne sont pas devenus des réfugiés statutaires en Allemagne. Donc ces gens, ils se disent on va essayer la France. On va essayer la France. L'Angleterre, ils sont dans le Brexit, c'est pas la peine d'y penser. La Suède, c'est beaucoup durci. On essaye la France, mais avec ils ne peuvent pas redonner les mêmes éléments, mais ils ajoutent des éléments nouveaux. On peut ajouter des éléments nouveaux au dossier, on fait rouvrir le dossier parce qu'on a de nouvelles preuves de la persécution, etc. Donc ça, c'est possible, effectivement. Ça devrait être limité par Dublin, mais comme Dublin ne fonctionne pas, ça ne l'est pas. Et donc, on a eu beaucoup de gens qui avaient été déboutés en Allemagne ou en Suède qui ont demandé l'asile en France.
dans un contexte où le gouvernement craint particulièrement la montée de l'extrême droite sur ce sujet sensible, et où on a eu une politique d'ailleurs de dissuasion extrême, puisque la philosophie administrative, c'est plus on les accueille mal, moins ils viendront. Ça, c'est une constante. Donc, on a vu Calais, Stalingrad, la porte de la Chapelle et quelques autres, Vintimille, etc., des situations dramatiques, alors qu'on est un pays du G8. La politique a été très dure, et maintenant, le gouvernement, et Pascal Brice a eu l'occasion, l'ancien directeur de l'OFPRA, de l'écrire, il a mis au fil de l'asile, comment est-ce qu'on peut concilier politique respectueuse de la Convention de Genève et traiter avec 122 000 demandeurs d'asile, on n'a pas assez d'effectifs, etc. Bon. Donc tout ça, c'était dans le viseur, si j'ose dire. Donc politique dure de l'asile, mais en même temps, on a eu aussi, il ne faut pas oublier que la France est signataire du pacte de Marrakech, une immigration sûre, ordonnée, régulière, pacte mondial de 2018. Donc on est dans toute une série de situations contradictoires. Donc les mesures qui sont proposées sont censées répondre à cet ensemble de paysages qui se superposent et qui sont contradictoires les uns avec les autres. Moi, c'est mon interprétation. Et donc, parmi les éléments, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a le durcissement de tout ce qui est aide médicale. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile doivent attendre 3 mois pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État. C'était un sujet qui avait été mis sur la table par Madame Buzyn, la ministre de la Santé. À mon avis, le médecin du Monde, je crois, a dit c'est tout à fait dangereux, ce qui est effectivement le cas, parce que si on ne traite pas tout de suite les gens qui souvent d'ailleurs étaient en bonne santé quand ils sont partis de chez eux, mais qui ont contracté des maladies pendant le parcours libyen en Méditerranée, etc., n'arrivent pas en bonne forme, et donc si on ne les soigne pas pendant 3 mois, il y a quand même un danger, non seulement pour eux, mais pour la contagion que ça peut apporter. Donc ça, il y a ça. Il y a aussi vérifier de façon beaucoup plus sérieuse la fraude à la carte vitale, et notamment pour la CMU, et donc pour les sans-papiers, pour l'essentiel. Et donc, il y aura un tour de vis qui va être apporté sur les prestations médicales, toujours avec l'idée qu'il faut surtout pas faire facteur d'appel. Le facteur d'appel, moi, je l'ai jamais vu, ça fait 30 ans que je travaille sur l'immigration. C'est une des philosophies récurrentes de la politique d'immigration en France, l'idée qu'on les traite très très bien et que tout le monde veut venir chez nous. Alors, ce qui est faux, d'ailleurs, ce qui a été faux pendant la crise de 2015 et ce qu'il est encore aujourd'hui. Donc, il faut trouver une solution. Donc, un tour de vis sur l'asile, un tour de vis sur la politique de santé, mais on ouvre un petit peu à l'immigration de travail, ce que moi je préconise. J'ai fait un livre qui s'appelle « Faut-il ouvrir les frontières ?» Pourquoi est-ce qu'on ouvre à l'immigration de travail? Parce qu'il y a eu un rapport de Madame Marielle de Sarnez qui a dit qu'il fallait donc éviter, ce que je dis aussi, ce que tous mes collègues disent, que des gens étant venus de façon irrégulière se sédentarisent dans la précarité, parce que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas repartir chez eux tant qu'ils n'auront pas régularisé leur situation. Donc on bloque dans des situations de grande précarité des tas de gens qui veulent rester et se faire régulariser. Donc ça me paraît une bonne idée si on veut plus de fluidité d'aller-retour, d'installation dans la mobilité, comme on a vu pour les migrations de l'Est, ce qui s'est concrétisé en Europe depuis 2004. Donc l'idée qu'il faut éviter non seulement les traversées de la Méditerranée dramatiques, la très grande difficulté d'être crédible en traitant avec la Libye, et également la sédentarisation dans la précarité des sans-papiers. Bon, ça, c'est dont acte. Donc, la solution, c'est d'ouvrir un peu les frontières. Alors, à qui est-ce qu'on ouvre les frontières? Alors, on a dit qu'on allait durcir le regroupement familial. Il ne faut pas oublier que sur les 250 000 entrées légales annuelles en France, le regroupement familial, c'est l'essentiel des entrées aujourd'hui en France. Comme aux États-Unis, on est des vieux pays d'immigration, donc on n'est plus du tout dans un contexte où l'immigration de travail, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est le regroupement familial, les demandeurs d'asile, les étudiants et ensuite le travail. Donc c'est peu les entrées pour travail, puisque l'immigration de travail est fermée. Il ne faut pas oublier qu'en France, comme dans beaucoup de pays européens, depuis 1974, on a fermé l'immigration de travail, avec quelques entrouvertures en Allemagne, puisqu'on a installé les permis à points, comme au Royaume-Uni d'ailleurs, un peu inspiré du Canada.
mais pour le reste, l'immigration de travail des non-européens est fermée. Donc on ouvre un petit peu. C'est quoi un permis à points? Un permis à points, c'est un permis en fonction de votre âge, de votre qualification, de la langue que vous parlez, etc. Ça, c'est pour les pays qui veulent fabriquer des nouveaux citoyens avec les entrants. C'est le cas de l'Australie et du Canada. En Europe, c'est plutôt c'est selon la qualification, en gros. Donc un peu inspiré du modèle canadien, mais pas complètement, parce que au Canada, on ne s'occupe pas du marché du travail. Il y a une blague canadienne qui dit si vous voulez un chauffeur de taxi, si vous voulez un médecin, appelez un taxi, parce que la plupart des chauffeurs de taxi viennent du Proche et du Moyen-Orient, ils sont médecins. Bon, c'est une blague, mais bon. Mais enfin, il y a aussi de la réalité là-dedans. Moi, j'ai rencontré un curé qui avait un statut de saisonnier. C'est pas un métier complètement saisonnier, mais parce qu'il n'avait pas réussi, venant d'un pays africain, on s'est dit il ne doit pas être très qualifié, donc on va lui donner un statut de saisonnier. Donc voilà le système canadien. Il y a beaucoup de bémols, si j'ose dire, mais en même temps, on veut aider à l'insertion comme citoyen, même si on ne trouve pas de travail. Bon. Donc on cherche la qualification en se disant comme ça on n'a pas de problème d'intégration. Donc en France, c'est pas nouveau, si j'ose dire, d'entrouvrir l'immigration de travail, parce que faut pas oublier qu'on avait eu la loi Sarkozy de 2006, que certains avaient appelé la loi sur l'immigration choisie, qui était une loi qui, dans la première période Sarkozy, lui, il était assez ouvert à l'idée d'entrouvrir le marché du travail, sans doute à cause de ses électeurs. Et il avait dit, il était très impressionné par le modèle canadien, et il avait dit, pour les très qualifiés, on va leur donner, pour les non-européens, des titres de séjour si ils sont très qualifiés. Alors c'était les joueurs de foot, les créateurs de classes internationales, des tas de gens. C'était tellement sélectif que très peu de gens. C'était pour ça 150 000 personnes, et il y en avait tellement peu qui correspondaient au profil que ça n'a pas marché, si j'ose dire. Et pour les non qualifiés, c'était des statuts de saisonniers. Il y a des tas de métiers non qualifiés ou semi-qualifiés qui ne sont pas du tout saisonniers. Garder des personnes âgées, c'est malheureusement pour les personnes qui sont gardées et ceux qui les gardent, c'est pas du tout saisonnier. Le métier du bâtiment, ça peut être saisonnier, mais pas nécessairement, etc. Donc c'était uniquement les saisonniers. Donc c'était très précaire et les gens étaient un peu scotchés dans leur statut, si j'ose dire. Alors là, il n'a pas été précisé si les gens pourraient sortir ou pas des statuts dans lesquels on les a recrutés. Mais ce qui est précisé, c'est qu'on va donc définir des quotas en fonction des besoins de main-d'œuvre. Et ces quotas seront définis à l'échelon régional et pas à l'échelon national. En France, on va additionner toutes les demandes des régions, mais comme ça va être défini à l'échelon des régions, ce qui peut être plus proche du terrain, on peut craindre quand même que la haute politisation de la gestion des régions puisse limiter, dans la peur de la montée de l'extrême droite, les demandes que l'on va faire pour avoir des gens qui sont des non-européens qui vont entrer sur le marché du travail. Donc sur la gestion, moi j'ai quand même quelques réserves, même si je trouve que entrouvrir, c'est toujours une bonne chose. Ça évite à un certain nombre de gens de mourir en Méditerranée, de payer des passeurs en passant par la Libye, etc. Donc tout ça, c'est bien, si j'ose dire. Mais les modalités me paraissent assez hasardeuses, surtout avec ce risque du passage par la région. Et d'autre part, il y avait eu un rapport du temps de la première période Sarkozy qui avait été présidé par Mazot, un prof de droit, qui concluait avec des quantités d'auditions, on a tous été auditionnés comme chercheurs, etc., qui concluait qu'il était quasiment infaisable d'avoir une politique de quotas, parce que peut-être que lui considérait que c'était infaisable, je ne sais pas, mais en tous les cas, il trouvait que c'était très très difficile à mettre en œuvre, parce qu'il faut évaluer chaque année, parce que c'est ça qu'a annoncé Édouard Philippe, on va voter chaque année le nombre de migrants de travail non européens dont on a besoin par secteur d'activité. Donc c'est ça la politique des quotas. Okay. Juste pour comprendre, ça veut dire que dans une ambassade de France, oui, on va recevoir des demandes d'immigration. On va donner des visas. Et on va dire, toi, t'es curé saisonnier, on te prend, voilà, si j'ai bien compris. Et toi, non, ton métier, ça nous intéresse pas. Donc ça va être un gros travail, sans doute, au niveau des consulats et des ambassades, en fonction des besoins, qui sont des besoins très identifiés, d'ailleurs. Hein. Ça peut être des menuisiers, des électriciens, des informaticiens, des gens du bâtiment. Ça peut être des métiers qualifiés aussi. On manque
cruellement de médecins en milieu rural. Pour l'instant, on prend que des Roumains et des Bulgares parce qu'ils ont des diplômes européens, mais peut-être qu'on pourrait élargir à d'autres dans un certain nombre de secteurs, des infirmiers, des quantités de métiers qualifiés, non qualifiés, semi-qualifiés, etc. Donc ça, c'est l'idée. Sur la faisabilité, je ne sais pas, mais enfin, bon, ça peut, disons, permettre à lutter contre le trafic du passage et correspondre assez rationnellement aux besoins du marché du travail et surtout satisfaire le MEDEF et beaucoup d'autres groupements d'employeurs qui disent « nous, on manque de main-d'œuvre ». Ça fait très longtemps qu'ils le disaient. Quand j'avais fait mon petit bouquin « Faut-il ouvrir les frontières ?», il y avait déjà une pleine page du Monde à l'époque, avec signé par des quantités de grands trusts d'employeurs en disant « nous, on est pour l'ouverture des frontières parce qu'on a besoin de main-d'œuvre ». Et ce système de blocage avec la fermeture du marché du travail aux non-européens depuis 40 ans, depuis 1974, est complètement aberrant. Donc là, je crois qu'il y a une approche de réalisme, si j'ose dire. Et le deuxième intérêt, si j'ose dire, de cette politique, c'est de d'égorger l'asile, hein, parce que c'est très impopulaire, surtout auprès de l'extrême droite, d'avoir beaucoup de demandeurs d'asile, surtout si on dit c'est des faux, c'est des flux mixtes, ce qui est vrai, parce qu'il y a des tas de gens qui, fort heureusement, n'ont pas tous été persécutés individuellement, ce que demande la Convention de Genève pour donner le statut de réfugié, mais qui viennent de pays où parfois on ne peut même pas les reconduire, parce que c'est un pays en guerre, parce que c'est tout à fait dangereux pour chacune des personnes, pour les mineurs notamment, etc. Donc des gens qui viennent, et parce que si on ferme le marché du travail pour les non-européens, la seule façon de venir légalement sans papier, c'est de demander l'asile. Donc si on veut désengorger les entrées par l'asile, il faut donner une autre possibilité d'entrée légale. Le regroupement familial, ça existe, bien sûr, mais il a été durci. Et où les étudiants, il faut déjà avoir un certain niveau pour être pris dans les universités françaises. Donc, l'autre possibilité, c'est le travail, et le travail dont on a besoin. Donc, ça, c'est... Et donc, l'idée, c'est de rendre plus fluide, si j'ose dire, les flux d'asile, avec des gens qui correspondent vraiment au profil de demandeurs d'asile d'un côté, et de l'autre côté, des gens qui correspondent au profil travailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on a ce que disent l'OFPRA et beaucoup d'autres, hein, c'est des flux mixtes et des gens on n'arrive pas très bien à démêler si c'est le travail ou quand on vient du Soudan, par exemple, est-ce que ces gens cherchent du travail ou est-ce qu'ils demandent l'asile? Certains politisent un petit peu leur profil pour pouvoir entrer de façon qui peut être tout à fait acceptable d'ailleurs dans le profil de l'asile, mais ça ne correspond pas nécessairement ni à leur objectif à eux, ni à la définition stricte de la Convention de Genève. Donc si on ouvre un peu, on aura peut-être moins de demandeurs d'asile en France et on aura des gens qui sont plus faciles à traiter, avec moins de recours, etc., puisqu'on aura dit, de toute façon, vous pouvez entrer et travailler. Ça peut être aussi le cas pour accepter ces gens qui viennent d'Allemagne, qui se sont fait débouter en Allemagne et qu'on va dire, finalement, vous faisiez quel métier chez vous? Par exemple, je ne sais pas où, en Syrie, et vous avez été débouté, mais si vous correspondez à ce profil, nous, on vous prend parce qu'on a besoin de, je sais pas, menuisiers, électriciens, informaticiens, etc. Donc, voilà l'idée, si j'ose dire. Hein. Après, il y a toute une série de mesures qui me paraissent secondaires, mais qui sont un peu toujours dans la même ornière dans laquelle les politiques migratoires sont, qui sont les reconductions à la frontière. Accélérer, ça c'est pour faire plaisir à l'extrême droite, accélérer le régime les reconductions à la frontière, mais surtout accélérer les politiques de retour. Parce qu'il y a une étude très chiffrée qui a été faite par un député qui s'appelle Jean-Noël... attendez, je l'ai rencontré hier, on a eu un débat là-dessus. Barrot, voilà, et il dit voilà, alors il a essayé de chiffrer les reconductions à la frontière. Donc une reconduction à la frontière, ça coûte 14 000 €, hein, tout service confondu, centre de rétention, police qui vous raccompagne, etc. 14 000 € en moyenne par personne. Donc on n'a pas les moyens de reconduire 30 000 au QTF par an avec 14 000 € par personne. Ça c'est très clair. Donc l'idée,
c'est de faire moins de retours forcés, si j'ose dire, et de faire plus de retours volontaires, parce qu'il a chiffré aussi le retour volontaire, et le retour volontaire, ça coûte en moyenne, avec une petite insertion modeste, je suis allée voir des expériences d'insertion en Tunisie il n'y a pas très longtemps, 2700 €. Donc plus de retours volontaires et moins de reconduction pour des déboutés du droit d'asile, par exemple, des gens qui disent finalement je n'ai pas retrouvé à m'insérer, je veux repartir chez moi, etc. Alors l'efficacité est limitée parce que souvent ils reviennent. Mais enfin, pour les chiffres, s'il y a plus de retours volontaires et moins de retours forcés, il y a moins déjà de bavures policières, parce que beaucoup de bavures policières sont liées au retour forcé. Il y a déjà eu des morts, etc. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et puis, surtout, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, il faut également, si on fait des retours forcés, et c'est ça la grande difficulté, il faut que les pays d'origine acceptent la personne comme étant son ressortissant. Et dans beaucoup de pays d'origine africains, il y a un certain flou, non seulement sur l'état civil, mais sur le fait que les gens soient des nationaux de ce pays, par exemple. Et souvent, il n'y a pas une très très grande bonne volonté pour accepter les personnes en disant ce sont nos nationaux, parce que ça donne une très mauvaise image du pays. Il y a des gens qui partent de façon irrégulière, etc., qu'on va reconduire chez eux. Et si on veut des aides internationales, s'il y a un paquet de retours comme ça, c'est pas très bon. Donc, en fait, souvent, ils font un peu la sourde oreille pour accepter les gens. Et s'il n'y a pas une acceptation du pays sur la nationalité de la personne qu'on va reconduire, on ne peut pas pratiquer le retour forcé. Donc tout ça serait sans doute simplifié s'il y avait plus de retours volontaires. Ça ne marche pas très bien, on a peu de retours volontaires en réalité, et souvent c'est des expériences d'assez courte durée parce que les formations qui sont données sont relativement rapides, mais c'est ce qui est affiché. Et ce qui est affiché aussi, et ça me paraît faire bien sûr grossir l'aide au développement, parce que c'est une sorte de phénomène de bonne conscience qui existe partout, alors que tous les rapports internationaux, notamment l'OCDE, qui ont fait 2 rapports là-dessus, montrent que l'aide au développement, c'est très bien, mais il ne faut surtout pas considérer que c'est une solution aux migrations. Même l'AFD, qui fait aussi de l'aide au développement, c'est même son activité essentielle, elle ne dit plus que faire de l'aide au développement, c'est une alternative aux migrations, mais le gouvernement le dit encore. Sans doute qu'il n'a pas lu les rapports de l'AFD ou de l'OCDE. Et ce qu'on constate aujourd'hui, ce que dit aussi l'Institut de recherche sur le développement, c'est que le développement accélère la migration. Plus il y a de développement humain, plus il y a une envie d'entrer dans la mobilité. Ceux qui viennent ici, ce n'est pas des plus pauvres, ce sont des gens qui sont soit chassés par des crises et des conflits, des réfugiés, soit des gens qui ont un projet individuel de changer de vie grâce à la mobilité, qui ont quelques réseaux d'interconnaissance qui leur permettent de se dire je vais arriver à me débrouiller en arrivant, et donc qui sont des classes moyennes en réalité. Et donc, plus ces gens accèdent à l'information, l'éducation, l'urbanisation, ce qui est le cas au Sud, plus on aura de mobilité, ce que j'explique dans mon petit bouquin, et de même que le développement. Donc le développement crée de la migration, mais la migration crée aussi du développement. Aujourd'hui, les transferts de fonds, c'est pour ça que les pays du Sud ne sont pas prêts à coopérer complètement, on est dans l'hypocrisie des deux côtés, parce qu'eux, ils reçoivent des transferts de fonds. Parfois, c'est des sources de devises très très importantes, des pays comme le Mexique, comme la Turquie, etc. Ils reçoivent beaucoup d'argent. 519 milliards de dollars envoyés par les migrants l'année dernière dans leur pays d'origine. C'est plus que 3 fois l'aide publique au développement. Donc on va pas, les pays du Sud, ils vont pas dire on abandonne la migration, nous on va tout interdire, les départs, etc. Ça c'est un vœu pieux. Mais on essaye de dire vous pouvez dans ces accords interdire le départ irrégulier de chez vous, d'où la nécessité de légaliser plus les départs avec les qualifications, et également interdire le départ de vos non-nationaux, ce qui est plus facile, qui quittent vos territoires.
dans des pays où les gardes-côtes sont souvent de mèche avec les passeurs parce qu'ils sont eux-mêmes très mal payés, on ne peut pas penser qu'il y aura une efficacité énorme. Aujourd'hui, enfin, j'ai une étudiante que vous connaissez bien puisqu'elle a fait sa thèse, Farida Souya, sur les haragas. Elle montrait qu'il y avait des procès complètement théâtralisés en Algérie, mais qui n'avaient aucune crédibilité quant à la suite qui serait donnée, juste pour faire plaisir, pour montrer on a fait un procès pour des barques de haragas, mais en fait ça n'a pas de sens. Donc en réalité, ce qu'on veut, c'est un peu faire du neuf avec du vieux, si j'ose dire, d'une part, et puis être toujours dans les deux registres, le registre sécuritaire, dans la perspective de ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Paul et Dominique, avoir une sorte de cahier des charges en disant, pour les perspectives des présidentielles, nous, on a fait quelque chose. On a essayé de cadrer, on a réformé le droit d'asile, on a été à l'origine d'accords euro-méditerranéens sur la question des reconduites, etc. Et puis, on a rouvert une migration de travail légale en accord avec le pacte de Marrakech et aussi, ce qui ne sera peut-être pas dit dans les prochaines présidentielles, pour faire plaisir aux employeurs qui demandent depuis longtemps d'avoir plus facilement accès à de la main-d'œuvre. Donc, il y a les deux aspects. On est toujours dans le balancement macronien et c'est peut-être de ça que la politique d'immigration est le nom. Voilà. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à nos amis, j'ai une question qui me tracasse. Qu'est-ce qui explique qu'on ait une telle différence d'approche de cette question avec l'Allemagne ? Qui a elle aussi des problèmes de main-d'œuvre, qui a elle aussi, plus que nous, des problèmes de démographie, qui a une extrême droite sans doute moins puissante, mais enfin elle est en plein développement. Comment expliquer cette différence ? Je mets à part la question qui pour moi me semble essentielle, c'est que Angela Merkel est une fille de pasteur de RDA, donc elle a des valeurs. L'exception de l'éthique en la matière. Voilà, elle a sans doute une autre éthique. Que le président de la République a supposé qu'il en ait une. Tout à fait. Alors, moi j'aurais tendance à dire effectivement plusieurs choses. D'une part, il ne faut pas oublier les chiffres. Hein. En Allemagne, on a 10% de migrants. En France, on est pour 67 millions d'habitants, on a 4,7 millions d'étrangers. Donc en Allemagne, donc, ils sont 80 millions, ils ont à peu près 8 millions d'étrangers. Donc c'est des chiffres très différents, bien sûr, de ceux qu'on a aujourd'hui. C'est le pays qui, de très loin, a accueilli le plus de demandeurs d'asile après la chute du rideau de fer et au moment de la crise syrienne, il ne faut pas l'oublier, de 1 à 10 entre la France et l'Allemagne pour la crise de 2015. Il y a plusieurs choses. D'une part, il y a l'écart entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Dans l'Allemagne de l'Ouest, effectivement, on a une politique plutôt de fourniture ils ont besoin de main-d'œuvre, bien sûr, parce que le pays vieillit. Il y a même des perspectives démographiques qui disent qu'à l'horizon 2050, ils auraient plus d'inactifs que d'actifs. Donc, pour un pays, c'est très lourd d'avoir plus d'inactifs que d'actifs, compte tenu de la très faible proportion des naissances dans ce pays. Donc, il y a un souci démographique qui est présent en permanence et qui explique peut-être une autre approche de la question migratoire. En France, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, on considère qu'on est à peu près à l'équilibre entre les nouveaux entrants et puis donc l'immigration est à peu près à l'équilibre avec les naissances, et donc on n'a pas de soucis démographiques à l'échelon national. À l'échelon régional, ça peut être, mais à l'échelon national, c'est pas un sujet parce que on a plus de naissances qu'en Allemagne. Donc il n'y a pas le débat démographique qui est très présent en Allemagne, surtout dans un pays où ils ont une classe d'âge des retraités très très importante. Bon, ça, je crois que ça joue. Deuxièmement, il y a eu quand même la politique, le passé. On a fabriqué non seulement il y a eu l'Holocauste, mais on a aussi on a eu beaucoup de réfugiés, etc. Il y a des tas de gens qui ont été réfugiés en Allemagne, il ne faut pas oublier. 12 millions après la Deuxième Guerre mondiale qui sont revenus en Allemagne, qui étaient dans l'Allemagne des confins, qui étaient en Silésie, voilà, en Poméranie et dans les Sudètes. 12 millions
donc c'est énorme, si j'ose dire, 12 millions. Donc des gens ont le souvenir dans leur vie d'avoir été réfugiés ou que leurs grands-parents ou que leurs parents ont été réfugiés. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Moi, j'ai des collègues. Les Italiens ont été réfugiés et ils n'ont pas eu la même réaction. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, bon, je crois que ça joue beaucoup. J'ai des collègues universitaires qui sont nés à Breslau, qui ont été réfugiés, des gens que je connais. Donc c'est présent dans la société allemande. Donc ça, à mon avis, ça joue. Et puis, une politique qui a toujours été assez généreuse à l'égard de l'asile, surtout venant du Proche et du Moyen-Orient, des Kurdes aussi, etc. Donc ça fait partie de la philosophie du citoyen allemand depuis 30 ans. Et puis, ces soucis démographiques, soucis de main-d'œuvre, parce que l'industrie a besoin de main-d'œuvre aussi, et puis d'autres secteurs également. Et je pense qu'ils ont vu dans les gens du Proche-Orient, notamment les Syriens, des catégories professionnelles qui manquent un peu en Allemagne, qui sont des tout petits entrepreneurs, des micro-entrepreneurs. Donc, des gens qui ont une petite boutique, des petits boutiquiers, des petits artisans, etc., qui ne sont pas très présents dans le paysage professionnel allemand. Et il ne faut pas oublier que l'extrême droite n'est pas très très forte à l'ouest, et c'est dans les régions où il n'y a pas du tout d'immigrés qu'elle est le plus forte, et que le discours anti-islam de l'AfD est le plus virulent. C'est des endroits où il y a du chômage des anciens citoyens de la RDA, mais il y a très peu d'immigration parce qu'il n'y a pas de travail, donc ça n'attire pas les migrants, et donc dans ces régions de Dresde, de Leipzig, etc., c'est là que l'extrême droite a été la plus virulente. Alors qu'en France, on a des régions, alors moi je ne suis pas spécialiste de sociologie électorale, hein, mais où les deux se chevauchent. Si vous prenez le sud-est de la France, vous avez à la fois des régions de forte immigration et aussi l'extrême droite, pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir, qui sont le solde de la guerre d'Algérie, etc., etc. Mais c'est dans les mêmes régions, parfois. Pas toujours, hein. La plupart des électeurs de l'extrême droite viennent de régions où il y a très peu d'immigrés. Mais il y a des régions aussi où ça se chevauche, si j'ose dire. Donc c'est pas tout à fait le même contexte. Et je pense que l'extrême droite est quand même beaucoup plus forte aussi en France qu'en Allemagne, ce qui explique que la peur d'être confronté à l'extrême droite à des élections présidentielles fait que tous les présidents, et notamment Sarkozy et Macron, se prennent au jeu de l'idée qu'il faut séduire l'extrême droite si on veut gagner, une partie de l'extrême droite tout au moins, si on veut gagner les présidentielles. Et ça, c'est mortifère pour la politique d'immigration. Merci beaucoup. À vous, Didier. Bonjour et merci pour votre exposé. J'avais deux questions qui touchent la question de l'asile. La première, vous avez dit donc que l'asile avait paradoxalement augmenté en France. Oui, absolument. Alors qu'il diminue dans d'autres pays européens. Oui. Et en mettant donc, en indiquant comme cause que c'était le fait que Dublin ne marchait pas. Donc je voudrais que vous reveniez un tout petit peu là-dessus, parce que on met souvent en avant donc, Dublin, donc il y a une forme de paradoxe aussi, en fait, d'explication nécessaire, je vais dire, sur ce point-là. Et la deuxième question, c'était sur celle de l'acceptation, les taux d'acceptation des demandes d'asile. Vous avez dit aussi donc qu'il y a à peu près 250 000 entrées légales en France, en fait, au total, dont une partie qui est l'asile. Sur les 70 000, qu'est-ce que ça représente? Comment ça a évolué éventuellement, justement aussi dans les dernières années, en fait, puisque c'est aussi un sujet politique, en fait. Merci. Alors, sur Dublin, d'une part, pour recadrer les choses, on a la Convention de Genève. Tous les pays de l'Union européenne sont obligatoirement, pour les pays de l'Est qui sont entrés plus récemment, signataires de la Convention de Genève de 1951 sur l'asile, qui insiste, qui a été décidée dans une période de guerre froide. Le profil type, c'était le dissident soviétique et un intellectuel, pensait-on, qui allait vivre de sa plume et qu'on n'avait pas besoin d'insérer ni au point de vue linguistique, ni au point de vue professionnel sur le marché du travail.
C'est pourquoi on a été si tardif pour mettre en place des formations et une insertion sur le marché du travail des réfugiés. Cette Convention de Genève, donc pendant très longtemps, ça marchait très bien, parce que l'immigration de travail était ouverte. Hein. C'est pour ça, parce qu'il n'y avait pas des faux demandeurs d'asile ou des gens, des flux mixtes pour lesquels on ne sait pas très bien comment débrouiller les choses, parce que d'un côté, par exemple, je prends l'exemple des Espagnols et des Portugais, notamment les Portugais, ils quittaient des dictatures, mais la plupart d'entre eux ne sont pas entrés comme demandeurs d'asile en France, sauf quelques élites, parce qu'ils savaient qu'on manquait de main-d'œuvre et que s'ils entraient en traversant les Pyrénées, Salazar était très frileux pour donner des passeports, il ne faut pas l'oublier, ils n'avaient pas de passeport, très souvent ils disaient on a un passeport de lapin, c'est celui qui traverse les Pyrénées. Et donc ils arrivaient ici, ils trouvaient un employeur, ils se faisaient régulariser tout de suite, en 3 mois c'était réglé, parce qu'on avait besoin, donc ils ne demandaient pas l'asile. Hein. Et pareil pour les Espagnols qui sont venus après la guerre civile, ils ne demandaient pas l'asile, ils étaient travailleurs, même si certains étaient c'était pas tous des adeptes de Franco, mais ils ne demandaient pas l'asile parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient entrer facilement par le biais du travail ou se faire régulariser rapidement. Donc, à l'époque, on était à des taux très élevés d'acceptation. 80% des gens qui demandaient l'asile obtenaient le statut. Et surtout, on faisait de la politique. C'était la guerre froide. Donc, les Vietnamiens, on n'a pas regardé si chacun individuellement correspondait à la Convention de Genève, s'il avait été persécuté ou s'il y avait un risque fondé de persécution. De toute façon, on n'avait pas le temps. On avait pris des quotas et puis tout le monde, réfugié, etc. Donc, en réalité, le problème s'est posé plus cruellement, si j'ose dire, quand on a fermé l'immigration de travail, progressivement. Dans les années 80, on ne parlait pas tellement du problème de l'asile. C'était même pas un sujet, d'ailleurs, sur les questions d'immigration. Il y avait quelques profs de droit qui s'intéressaient à ça, mais c'était pas du tout un sujet, pas du tout. C'était marginal. Et puis, on a eu un certain nombre de conflits importants. Pendant longtemps, c'était des élites faciles à définir comme demandeurs d'asile, les Chiliens, qu'on a accueillis très généreusement, après les Vietnamiens. Et puis, à partir des années 90, il a commencé à avoir une crise de l'asile et c'est là qu'on a fait les accords de Dublin, qui sont un accord européen de tous les pays européens pour essayer de gérer à l'échelon européen de façon homogène la question de l'asile. Et donc, on a Dublin 1, 1990, qui est... on met fin à ce qu'on appelait l'asylum shopping. Les gens tentent leur chance dans différents pays. Il y a des pays plus généreux que d'autres pour tel ou tel profil. Et donc, on met fin à ça. Une fois qu'on a été accepté dans un pays, on l'est pour tous les pays européens comme réfugiés. Une fois qu'on a été débouté, on l'est pour tous les pays européens. C'est clair. Deuxième, alors à cette époque, on a eu beaucoup d'arrivées d'Europe de l'Est et des Chinois, très nombreux, qui faisaient valoir leur maltraitance du temps du communisme et donc sont venus donc en Europe. Et ensuite, on a eu Dublin 2, qui est toujours en cours, comme Dublin 1 d'ailleurs. Dublin 2, c'est One Stop, One Shop. C'est là où vous avez mis le pied dans un pays européen que automatiquement vous devez être traité. Donc ça marche très mal parce que les gens qui arrivent à Lampedusa, bien sûr, ils n'ont pas l'intention de rester à Lampedusa quand ils sont arrivés par la Tunisie ou par la Libye. Même en Italie, certains restent, mais d'autres veulent aller en France, d'où le conflit sur Vintimille. Ils remontent donc la frontière. Et puis, ceux qui ont traversé à pied l'Europe depuis l'Afghanistan et qui se retrouvent en France, ils veulent aller à Calais parce qu'ils connaissent des gens en Angleterre qui sont surtout des Pakistanais. Il ne faut pas oublier que le Pakistan avec l'Iran sont les deux pays qui ont accueilli le plus les Afghans au moment du creux du conflit, si j'ose dire, enfin dans le pic plutôt du conflit. Donc beaucoup ont travaillé au Pakistan, parlent la langue et sont très proches des Pakistanais qui sont au Royaume-Uni. Donc ils veulent aller au Royaume-Uni. Ils ne veulent pas aller en France pour demander l'asile. Donc c'est le problème de Dublin 2. Et parfois on leur dit vous êtes entrés par l'Allemagne, on va vous renvoyer en Allemagne, on va vous renvoyer en Italie, etc. Donc ça marche très très mal. Ça fait des années qu'on dit il faut réformer ça. On ne le fait pas parce que, règle de l'unanimité, il y en a qui s'opposent. Parce qu'en fait, Dublin 2, c'est une sorte de crise de solidarité entre le nord et le sud de l'Europe. Et ça a été mis en place à l'instigation, si j'ose dire, et de l'Autriche et aussi de la Suède, qui avaient reçu beaucoup de demandeurs antérieurement aux années 80, ou même pendant les années 90.
2000, et donc il disait, cette fois-ci, les gens du Sud, eux, ils ont très peu de demandeurs. Ils ont signé la Convention de Genève, mais on va les mettre au boulot. Plutôt en Grèce qu'en Finlande, ça a fait la crise qu'on connaît en Méditerranée. Donc ça, c'était une première crise de solidarité. Deuxième crise de solidarité, on a Dublin III en 2014, ça a été ensuite l'Est et l'Ouest de l'Europe, puisque les pays de l'Est, Visegrad, ce qu'on appelle Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, ont refusé les quotas de M. Juncker, qui n'était pas très élevé par pays d'ailleurs, mais en disant, nous on a déjà signé la Convention de Genève, de toute façon si on reçoit de nouveaux demandeurs d'asile, on fera zéro acceptation pour tout le monde, et il n'est pas question qu'on se fasse imposer des quotas par la Commission européenne. Donc deuxième crise de solidarité Est-Ouest en Europe sur l'asile. Donc on en est là aujourd'hui. On n'en sort pas, si j'ose dire. Pourquoi est-ce que si Dublin 1 fonctionnait bien, c'est-à-dire fin de l'asylum shopping, on ne pourrait pas demander l'asile dans un autre pays quand on a été débouté. Sauf que le droit d'asile prévoit qu'on peut faire rouvrir son dossier s'il y a des éléments nouveaux. C'est ce que font les gens en disant, quand je suis arrivée en Allemagne en 2015, dans la précipitation, il y a des tas d'éléments que je n'ai pas pu mettre en avant, c'est pourquoi j'ai été déboutée, ou parce que l'Allemagne a traité assez rapidement dans l'urgence les demandes. Et maintenant, j'ai beaucoup plus d'éléments, et donc, comme j'ai été refusée en Allemagne, je tente ma chance en France. Et donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est parce que Dublin ne fonctionne pas. D'autres questions, madame ? Merci pour votre exposé. Juste attirer l'attention quand même sur le sentiment d'un grand durcissement, puisque le gouvernement touche d'une part à la question des soins, de l'accès aux soins, et deuxième mauvaise nouvelle hier, le Conseil d'État qui valide la circulaire sur l'hébergement d'urgence. Absolument. Et là, on touche à deux domaines sur lesquels on avait un peu d'inconditionnalité, c'est-à-dire quelqu'un, même sans papier, avait une couverture minimum qui s'appelait l'aide médicale État. Un demandeur d'asile qui arrivait pouvait procéder à quelques examens, etc. Et là, on touche deux secteurs, à mon avis, clés, qui remettent en question justement ces principes d'inconditionnalité, d'accueil, et qui touchent des professionnels aussi, et ça c'est très important, qui sont les professionnels du soin et du travail social, qui se trouvent dans une contradiction terrible dans leur pratique professionnelle. Et donc une grande souffrance aussi par rapport à leur mission. Donc, personnellement, sur l'immigration professionnelle, j'ai le sentiment, et j'ai relu les mesures en vous écoutant, qu'on va s'adresser certes au consulat, mais aussi aux préfectures. Bien sûr. Et comme on le fait d'ailleurs actuellement, quand on régularise au fil de l'eau des personnes ou des familles ou des personnes qui travaillent déjà, en fait, on avait un certain nombre de métiers en tension sur lesquels on régularisait des gens. Donc, est-ce que c'est vraiment radicalement différent de ce qu'on connaît déjà dans ces régularisations, par le travail notamment, ou pas? Et ça, peut-être qu'on n'a pas encore la réponse, parce que les chiffres, les quotas, etc., on ne les a pas. Juste un rappel, il y aura un débat parlementaire. Donc, tout n'est pas bouclé, notamment sur les soins. C'est une annonce de mesures. Les parlementaires ont aussi leur mot à dire sur la restriction, notamment, de l'accès aux soins pour les étrangers. Espérons, oui, tout à fait. Alors, sur l'accès aux soins, je pense qu'il y a plusieurs points. D'une part, il y a la crise des urgences, qui est un peu dans le paysage aussi pour Madame Buzyn, je crois, et elle voulait donner une... Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, et donc peut-être qu'elle s'est dit que si, et aussi l'obligation pour elle, comme pour d'autres ministères, de réduire ses frais généraux, et donc si on réduit la CMU, plus si on donne un temps pour accéder à l'aide médicale d'État pour les demandeurs d'asile, je pense qu'il y a ça qui est un élément important qui a pesé le discours de Mme Buzyn sur les points qui sont nouveaux dans les projets du gouvernement. Sur l'autre, il y avait un autre point que vous m'aviez... Oui, l'hébergement d'urgence, là aussi, on est tout à fait en deçà de ce qu'on devrait avoir, parce qu'il y a des tas de gens qui dorment dehors. Il y a beaucoup de pays européens où ça n'existe pas, ce genre de situation, où les gens dorment dehors, parce que ça, c'est la philosophie. Pas oublier qu'une partie de l'hébergement est gérée à l'échelon
non seulement des régions, mais des départements. Hein. Surtout pour les mineurs non accompagnés. Et donc, ça dépend du préfet. Et moi, j'ai constaté en allant voir des associations dans des différentes régions de France que si le préfet est cool, comme on dit, il n'y a pas de gens qui dorment dehors. Si au contraire, on est sur un préfet très dur qui est anti-immigration parce qu'il a peur de la montée de l'extrême droite ou que lui-même, il partage un peu ces idées-là, eh bien, on a des gens qui dorment dehors, des mineurs en France, aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir délégué à un niveau inférieur à celui de l'État ce genre de questions a beaucoup durci la situation et l'a un petit peu, c'est un peu à la tête du client, ça dépend du préfet. De même qu'aujourd'hui, le passage à Vintimille, c'est la tête du client, hein, ce que me disent mes collègues de Nice, puisqu'en principe, on ne peut pas fermer une frontière à l'intérieur de l'Europe plus que pendant 3 mois en période d'urgence, hein, de crise urgente. Ce qu'on a fait, on a fait 2 fois la fermeture à Vintimille, alors qu'on est à l'intérieur de l'Europe, entre la France et l'Italie, à cause de la crise de 2015, la crise de 2011. Maintenant, on ne peut pas fermer, donc on entrouvre. Mais ça dépend de si on a un profil qui ressemble plutôt à un sans-papier, ou si on a le profil du touriste ou celui qui va travailler de l'autre côté, etc. Dans ce cas-là, on n'est pas inquiété en traversant la frontière. Mais là, c'est pareil. L'hébergement d'urgence, c'est du cas par cas, et on est très en deçà, de toute façon, de ce qu'on devrait avoir en termes de capacité d'hébergement, ce qui est dramatique pour l'insertion future des personnes. Ça, c'est complètement vrai. Mais on veut surtout dissuader aussi. Hein. En même temps, on se dit, il faut quand même un peu accueillir, mais surtout, il faut dissuader. Et pour le reste, je crois qu'il y a quand même une différence entre régulariser souvent au bout d'années et d'années les sans-papiers, qui correspondent à des métiers dont on a éventuellement besoin, et venir avec un visa légal, parce qu'on a un métier qui correspond aux besoins, parce que ça évite quand même les trafiquants en Libye et la traversée hyper dangereuse de la Méditerranée. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Tout à l'heure, tu as parlé des groupes de pays en Europe qui ont des positions différentes. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un théâtre d'ombre un peu? Parce que visiblement, quand il était ministre de l'Intérieur, Salvini partageait les thèses de Orban ou de Kaczynski. Tout à fait. Sauf qu'entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Oui, bien Parce sûr. que quand Salvini disait à Orban, tu me prends une partie des immigrants qui arrivent à Lampedusa, Orban n'en voulait pas. Oui, c'est-à-dire, le nationalisme ou le populisme, c'est aussi des contradictions d'intérêt entre ceux qui sont porteurs de cette idéologie. Oui, parce que chacun a un petit peu sa position géographique et ses liens historiques avec telle ou telle migration. Chaque paysage migratoire en Europe, pourquoi c'est difficile de faire une politique commune, est très différent d'un pays à l'autre. Donc, par exemple, en France, aujourd'hui, on a, pour des raisons qu'on ignore un peu, pourquoi est-ce qu'on a tant d'Albanais, ou qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont les nouveaux flux, si j'ose dire, de même que les Géorgiens comme demandeurs d'asile. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a des mafias qui les orientent vers la migration, ou c'est parce qu'il y a une politique de clan qui existe dans toutes ces sociétés qui sont très dangereuses et qui font que les gens fuient ces situations-là dans leur pays, etc. C'est pas très clair. Les Albanais, ils sont surtout... ou parce qu'en Italie, où il y a des accords de main-d'œuvre pour les Albanais, il ne faut pas l'oublier, qui ont mis fin aux arrivées massives des bateaux qu'on voyait dans les années 90. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'entrer dans le cadre de ces accords. Toujours est-il que la situation est différente d'un pays à l'autre et les solidarités sont très différentes d'un pays à l'autre. Mais tous les pays quand même d'Europe du Sud ont le sentiment, Italie en tête, d'avoir été, ce qui est vrai, abandonnés par l'Europe dans le sauvetage des sans-papiers, ce qui à la fois a mené à Mare Nostrum pour le mieux en 2013 à l'initiative de Enrico Letta quand il était Premier ministre, mais aussi ce qui a créé la montée de l'extrême droite en Italie avec Salvini. Mais en même temps, on a aussi beaucoup d'initiatives d'accueil. Il ne faut pas oublier que le maire de Palerme, qui a été réélu avec 72% des voix depuis toujours, dit sa ville est cosmopolite, c'est une ville accueillante, etc. On a eu du délit de solidarité à Riace avec le maire qui avait été interdit de séjour dans sa propre commune du temps de Salvini. Donc on a tout n'est pas, disons, d'un bloc. Il y a beaucoup de situations diverses. L'essentiel des migrants en Italie sont dans le nord, il ne faut pas l'oublier. Mais le rejet, il est plutôt dans le sud. Voilà, ça aussi, c'est un paradoxe.
Oui, monsieur. Bonjour, oui. Sur le sujet des MNA, je me permets juste de nuancer un peu ce que vous avez dit. C'est un peu plus compliqué. Vous parlez des préfets, donc les mineurs non accompagnés. En fait, vous avez un peu un jeu de rôle. C'est du département et le conseil général aussi. Vous avez d'un côté les politiques d'immigration, c'est l'État, c'est le préfet. Et vous avez de l'autre côté l'aide sociale à l'enfance, c'est le département. Ouais. Et vous avez un peu un jeu de rôle, en tout cas un jeu un peu trouble, avec le département qui renvoie vers l'État en lui disant attendez, l'immigration c'est vous, et l'État qui dit mais non, l'aide sociale à l'enfance c'est vous. Donc c'est vrai que c'est plus nuancé, mais je suis d'accord avec vous, ça a conduit en effet à gérer des solutions tragiques. Donc, oui, et puis surtout être dans le pouvoir discrétionnaire surtout. Les caricatures c'est Mayotte, vous avez 5 à 6 000 MNA. Oui, ça c'est encore un autre sujet. Ils sont complètement... faut le dire, laissés à la rue, et vous avez un conseil départemental qui a du mal à les prendre en charge, un État aussi qui est... Donc c'est peut-être à nuancer là-dessus. Oui, je suis d'accord avec vous, oui, complètement. Je suis d'accord sur le constat, c'est un vrai sujet. Ben, si vous êtes d'accord, c'est formidable. D'autres questions? Monsieur, ici, madame. Bonjour, l'essentiel a été dit, mais je voudrais faire état de ce que j'ai vu après 10 ans de permanence à la CIMAD, donc par le petit bout de la lorgnette. Le beau bout. D'une part, je peux te tutoyer parce que tu n'as pas parlé de la circulaire Valls du tout, qui depuis... J'ai parlé de la politique actuelle qui est telle oui, non, mais je voulais juste ajouter que depuis 2012, ça nous a permis de régulariser pas mal de gens par le travail, au fil de l'eau, puisque après 5 ans de présence et des bulletins de salaire faux ou vrais, on pouvait, maintenant ça devient de plus en plus difficile, mais... Excusez-moi madame, vous êtes visiblement une fan de Manuel Valls, mais qu'est-ce que c'est? Je plaisante. Qu'est-ce que c'est la circulaire Valls? La circulaire Valls, c'est une circulaire qui a été, comme son nom l'indique, une circulaire, c'est donc pas une loi, qui a été publiée en novembre 2012 et qui prévoyait un certain nombre de possibilités de solutions dans des trous de la loi, en quelque sorte. Notamment pour les familles, notamment pour les parents d'enfants français ou pour les parents d'enfants scolarisés. Pour la régularisation. Et ça, je veux dire, sur le terrain, ça nous a permis beaucoup de choses. Et je rends hommage à cette circulaire, excusez-moi. Je ne suis pas anti-Valls, ni anti-machin, ni anti-truc. Il a fait un bon boulot, en l'occurrence, puisqu'on a travaillé avec sa circulaire depuis jusqu'à l'année dernière environ, où les préfectures, maintenant... Voilà, je voudrais signaler un deuxième problème qui me paraît important, c'est le nombre de femmes victimes de violences. Et j'ai peur que la politique, enfin c'est un élément supplémentaire, que la politique des quotas favorise encore plus les hommes. Alors peut-être pas pour l'aide aux personnes âgées, effectivement, il faut voir. Mais je ne sais pas, donc puisque les métiers que vous citez sont des métiers plus... Et là, on a énormément... On a l'informatique, on a aussi des femmes, les médecins aussi, les infirmières. Oui, c'est vrai. C'est juste une question que je me pose. Et puis, moi, je suis sortie de ces 10 ans de CIMAD en me disant qu'il faudrait vraiment un texte sur les femmes victimes de violences dans leur pays. Je ne parle pas des femmes victimes de coups ici, dans leur pays, parce que là, c'est un... Bon. Et puis, le troisième problème, c'est... Alors, moi qui m'a fait partir, c'est la dématérialisation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller dans les préfectures. Et ça, c'est très fortement dénoncé par les associations. C'est ça, et c'est-à-dire que... Et avec un portable, souvent, on ne peut pas s'inscrire. Prendre rendez-vous pour la demande d'asile. Et donc, on ne peut pas déposer son dossier. Voilà. Et il s'est créé des filières de rendez-vous. Les gens vendent le numéro de file d'attente. Des filières de... ça, c'est les femmes. Comme ça. Des filières de gens qui font payer les rendez-vous à la préfecture. Parfois, ça va entre 20 et 500 euros quand je suis partie. Ça a peut-être augmenté depuis. Et puis, une dernière qui est une question. Est-ce qu'il existe des... Moi, j'ai réussi à faire régulariser des gens, notamment des Algériennes, par l'association des femmes algériennes démocrates en France. Enfin, pas seulement, mais avec leur aide. Est-ce qu'il existe des associations de migrants en France pour certains pays qui d'abord font jouer la solidarité, éventuellement au niveau du logement, etc. Ou, parce que ça me paraît être un manque
important en dehors des textes dont tu as rappelé l'existence et qui étaient, ton exposé était parfait. Voilà, parce que ça permettrait aux gens qui reçoivent les migrants et qui les aident d'être un peu épaulés dans certains cas par je sais pas, s'il y a des volontaires, ça serait bien d'en créer. Merci. Catherine? Oui, alors moi, je n'ai pas beaucoup de réponses à tout cela, mais simplement, de temps en temps, j'amène mes étudiants avec un collègue qui est un géographe urbain à faire un tour dans la Goutte d'Or, Porte de la Chapelle, etc. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même des associations visiblement de Sri Lankais, alors les Tamouls, d'autres groupes, etc. Il y a énormément de solidarité, à la fois religieuse, parce qu'il y a aussi des chrétiens, il y a plusieurs cultes qui sont présents avec des temples aussi dans ce quartier. Hein. Et visiblement, c'est pas seulement la pratique du culte, mais c'est une aide sociale. On va offrir à manger, des chaussures, toutes sortes de choses qui sont faites entre compatriotes pour ces gens de la région, sud de l'Inde, Sri Lanka, également pakistanais aussi. Donc là, et puis ils emploient aussi souvent, irrégulièrement, mais ils emploient des compatriotes. Donc il y a un système de solidarité qui existe. Ils les logent parfois aussi. Madame, et ici, monsieur. Oui, bonjour Catherine. Merci donc pour votre exposé. Je voulais savoir ce qu'il en était. Donc, est-ce qu'il y a un durcissement vis-à-vis des mineurs isolés et des mineurs dits accompagnants dans les centres de rétention? Je ne pourrais pas dire parce que je ne suis pas tellement ce genre de questions. Je sais qu'il y a des vagues, ce qu'on m'a dit, hein, des gens qui travaillaient pour la mairie de Paris qui me disaient que il y avait selon les périodes, comme ça, de temps en temps, il y a des vagues de mineurs isolés. Il y a eu une arrivée de jeunes Marocains, par exemple, il y a 1 an et demi, tout d'un coup, comme ça, peut-être par des filières, on ne sait pas très bien, et donc qui étaient du côté dans les jardins publics, du côté de la gare de l'Est, par exemple. Par d'autres périodes, on va avoir d'autres vagues comme ça qui arrivent. Et puis, il y a beaucoup d'enfants qui sont arrivés avec les conflits quand même du Syrien, entre autres, et qui étaient déjà des enfants des rues, d'après ce qu'on m'a dit, qui sont partis aussi pendant cette période-là, ou des orphelins, ou alors des gens qui sont... Il y a des quantités de profils différents de mineurs isolés. C'est ça c'est ce qui m'a frappé dans ce que j'ai pu recueillir, notamment aussi des jeunes, notamment pour les Afghans, dont les parents ont payé le voyage, en disant c'est moins dangereux qu'il tente sa chance pour aller en Angleterre que de rester chez nous. Surtout dans des pays où là, il y a une sorte de culture de clan, ton père a tué mon père, donc moi je vais te tuer, tu es la prochaine victime, etc. Donc ça, moi je ne connais pas bien la société afghane, mais on le dit. Et souvent les parents ont payé une sorte d'agence de voyage pour qu'ils fassent le voyage comme mineurs, et ils se retrouvent, entre autres, à Paris, il y en avait aussi beaucoup à Calais, etc. Donc ça, c'est un phénomène autre. Et puis il y a aussi la déstructuration des familles, des familles, par exemple au Maroc. Par exemple, s'il y a un deuxième mariage, les enfants du premier vont se trouver parfois abandonnés. Ils sont confiés en principe à un vague oncle ou un parent qui s'en occupe pas en Espagne ou en France, et donc ils se retrouvent dans la rue. Donc c'est des profils différents. Il y a les victimes de guerre, il y a les enfants des rues, les gens qui sont un peu aidés par leurs parents pour partir, ceux qui sont abandonnés et qui vont trouver, à travers une structure familiale qui a disparu, qui vont se retrouver dans la rue. Il y a des profils très très différents selon les groupes, si j'ose dire. Monsieur. Merci. 2 questions. Alors, pour prolonger la question de Madame sur est-ce que les quotas vont changer quelque chose, juste pour préciser, parce qu'il y a quand même aujourd'hui déjà un certain nombre d'immigrés qui travaillent en France, et donc je déduis, puisque vous dites que l'immigration de travail a été fermée, que c'est des gens qui sont en France à titre d'autre chose. Donc oui, absolument, qui sont entrés dans le cadre du regroupement familial, voilà. comme réfugiés aussi. Voilà, c'est ça, ou j'imagine d'étudiants. Ou qui prolonger leur séjour comme étudiants, voilà. Oui. Ou qui se sont fait régulariser. Du coup,
si, au vu de ce que vous avez dit sur la complexité de mettre en œuvre ces quotas, ce qui ne serait pas à la fois plus simple et plus ouvert, puisque je crois que vous militez pour l'ouverture frontière, d'arrêter de durcir le regroupement familial et de ne pas augmenter les frais d'inscription des étudiants, etc., etc., plutôt que de créer des quotas sur des... C'est-à-dire qu'on ne trouvera peut-être pas... ce que cherchent les employeurs, c'est quand même des métiers. Même à Paris, trouver un plombier, on en a tous fait l'expérience, un menuisier, des tas de métiers, on ne les trouve pas. Donc parce que c'est des toutes petites entreprises qui ne veulent surtout pas employer quelqu'un parce qu'ils ont peur que la personne ne fasse pas l'affaire et qu'ils aient du mal à licencier. Enfin, c'est très connu. Hein. Moi, souvent, j'ai demandé, mais pourquoi vous êtes si peu nombreux, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et dans l'agriculture, dans les entreprises, le bâtiment, c'est un problème crucial, la question de... Donc, c'est pas avec le regroupement familial qu'on va nécessairement trouver le menuisier spécialisé dans je ne sais trop quoi, dont on a besoin pour tel chantier du bâtiment ou tel électricien qui sait faire. Donc, bien sûr, il y a des gens qui arrivent sur le marché du travail parmi les non-européens, mais c'est pas nécessairement ceux dont on a besoin dans un système très segmenté quand même. Vous avez une autre question? Oui. C'est plus un commentaire sur le biais, l'angle sur lequel vous avez commencé votre exposé en disant que sur ce sujet comme un autre, on était encore dans le en même temps. Oui, je crois, oui. Moi, je me demande si sur ce sujet, comme sur tous les autres, en fait, on n'est pas sorti du en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas le lieu d'en parler, mais sur la question économique et sociale, ce qui était annoncé, c'était le en même temps flexibilité, en même temps sécurité. Bon, et on voit qu'il y a la flexibilité et pas la nouvelle sécurité. Et le en même temps qui était annoncé sur la question migratoire, c'était pas en même temps on durcit l'asile et d'un autre on ouvre l'immigration. Ce qui était annoncé, c'était sur le sujet sur chaque sujet, donc par exemple sur l'asile. Mais on a déjà la loi. Oui, voilà, sauf que cette loi, elle n'est pas très en même temps. Je veux dire, c'est un petit peu avant. J'ai l'impression que, en fait, il y a une ligne qui est, c'est pas l'équilibre qui est annoncé entre humanité, fermeté ou humanité et lutte contre la fraude. Il y a vraiment un biais qui est ce qu'ils appellent la fermeté, ou en tout cas, disons la dissuasion à l'asile. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment ça en même temps, ou est-ce que l'asile ne montre pas juste la vraie orientation idéologique de cette présidence et ce gouvernement, qui n'est pas en même temps gauche-droite, mais qui est le fait d'être illibéral sur les questions de liberté fondamentale, disons, et libéral sur les questions économiques, tout simplement. Ni gauche, quoi. Voilà. C'est difficile. Moi, je pense qu'il y a un phénomène de vaste... je pense que l'idée, c'est quand même de mettre fin aux vases communicants compliqués entre l'asile et l'immigration de travail. Je pense que c'est ça qui a dominé je ne suis pas du tout dans les cercles qui ont réfléchi à tout ça au gouvernement, mais je pense qu'il y a l'idée que si on ouvre un peu l'immigration de travail, ce qui est une préoccupation d'une partie des électeurs de Macron, parce que c'est des employeurs, on va en même temps simplifier la politique d'asile, parce qu'il y a moins de gens qui seraient venus par l'asile, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, et qui cette fois-ci pourront venir par le biais du travail. Et donc ça permettrait de traiter plus vite et de façon plus claire les demandes d'asile, qui ont quand même progressé en termes de taux d'acceptation, parce qu'on est passé de taux très très bas dans les années 90-2000, on était à 25% de demandes, ça veut dire que 75% de déboutés. En 2016-2017, on avait 43% d'acceptation quand même. Donc on a un peu progressé avec la crise syrienne et autres sur l'acceptation des demandeurs d'asile, mais je pense qu'ils sont encore en sous-effectif. Ils ont dit qu'ils allaient recruter, etc. Mais ce qu'ils veulent, je crois que c'est vraiment traiter l'asile. Donc l'idée de rouvrir un peu l'immigration de travail pour avoir moins de demandes de floues, difficiles, avec des recours, etc., ça, je crois que c'est dans le viseur. D'autres questions? Moi, je voulais, s'il n'y en a pas d'autres, te demander en fin de discussion, cette obsession de l'immigration, cette surenchère permanente, est-ce qu'elle correspond réellement à une préoccupation majeure de l'opinion? Parce que moi, j'ai l'impression, quand on regarde les sondages, ils valent ce qu'ils valent, mais c'est pas la question numéro un de l'opinion. Donc, il y a quelque chose d'un peu je crois que artificiel là-dedans. Oui, c'est une mise en scène, comme beaucoup de lois sur l'immigration, et on en a eu des quantités depuis des années. C'est la mise en scène pour pouvoir répondre à l'extrême droite. Moi, je pense que c'est une préparation de la confrontation imaginée au deuxième tour entre le président de la République et
Marine Le Pen. Il faudra dire, nous, on a fait une politique d'un côté dure, de l'autre côté qui correspondait aux demandes du marché du travail et des pays du Sud. Il ne faut pas oublier que chaque fois qu'un président de la République va dans un pays du Sud, on lui demande des visas. Donc il y a ça aussi. Si on veut garder un dialogue avec l'Algérie, avec des quantités de pays, ils disent, voilà, nous, on veut des visas. Donc là, ils répondent en disant, voilà, des visas, vous allez en avoir sur les secteurs qui sont en tension. Donc il y a toute une série de paramètres, mais je pense que c'est surtout se constituer une sorte de portefeuille d'action pour le débat présidentiel de 2022. C'est mon interprétation. Beaucoup. Monsieur, attends, il faut te prendre le micro. Parce qu'il y a la vidéo. Juste pour rebondir là sur la question que vous avez évoquée, il y a des politologues bien respectables, comme M. Tertrais, qui brandit tout le temps qu'on menace le sujet d'immigration vis-à-vis du gouvernement. Est-ce que c'est raisonnable à votre avis en tant qu'expert? C'est dangereux à mon avis. Mais ce que je disais pour répondre à Dominique, c'est qu'aujourd'hui, d'après les sondages que je ne regarde pas tous les jours, l'immigration, c'est la 5e préoccupation des Français. Donc effectivement, ce n'est pas la première. Alors qu'à l'échelon européen, pendant plusieurs années, c'était la première préoccupation dans les sondages Eurobaromètre. C'est plus vrai pour la France. Aujourd'hui, les questions de l'environnement, de l'emploi passent très très largement en avant par rapport à la question de l'immigration. Mais je crois que c'est l'idée de se constituer un portefeuille d'activités pour avoir un gage. Puis ça permet de ne pas parler d'autre chose. Voilà, aussi, bien sûr. Merci infiniment. Merci à Catherine. Merci à vous tous.